Nouria Gorité, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate au Conseil d'État, candidate pour une réélection sur la liste Parti socialiste Les Verts. Vous êtes conseillère d'État depuis 2012, présidente du gouvernement depuis 2017. Alors on commence ces entretiens par une présentation des candidates et des candidats. On vous connaît bien, du coup, la carrière est déjà longue à l'échelon cantonal. Votre déclic pour la politique, quel est-il, aussi loin que vous vous en souveniez ? Moi, je suis née dans une famille qui a toujours parlé de politique. Je suis issue de l'immigration espagnole qui a quitté cette Espagne franquiste, et avec des parents qui se sont rencontrés en faisant de la politique, qui ont milité pour la défense des droits des gens emprisonnés dans les geôles de Franco pour avoir simplement des opinions différentes de celles du gouvernement. Donc, aussi loin que mes souvenirs remontent, la table familiale a toujours été animée de discussions et du sens de l'engagement collectif. Voilà. Après, à titre personnel, je me suis engagée à Amnesty International à mes 16 ans. Voilà, sans doute dans la lignée, dans la tradition de cet engagement en faveur de la liberté d'opinion et du droit des gens à travers le monde. Et puis, quand vous vous intéressez aux droits des gens en Chine et au Chili, fatalement, vous vous dites qu'est-ce qui se passe chez moi ? Et ce qu'est-ce qui se passe chez moi m'a amené au conseil communal de Morges, où je me suis d'abord occupée de la mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées, parce que c'est aussi ça, la politique, c'est aussi aménager le quotidien des gens. Et puis ensuite, comme vous le dites, voilà, le conseillère reste est public. communale, syndic, député, puis conseil d'État. Le Parti socialiste, ça a été une évidence, c'est la tradition familiale aussi ou Non, moi j'ai des parents qui sont plus à gauche. Justement, c'était ma question. Est-ce Ouais. que vous auriez pu aller vers une gauche un peu plus radicale ? J'aurais pu à un moment donné dans ma jeunesse, bien sûr, mais à Morges, il se trouve qu'il y a le plus à gauche qui existait sur l'échiquier politique, c'était le Parti socialiste. J'y avais des amis aussi, et puis j'y avais aussi sans doute ce qui correspond le mieux à ma vision aussi des transformations de la société qui doivent s'ancrer dans les institutions pour être durables. 10 ans de gouvernement, avec une carrière politique qui a commencé avant cela, on l'a rappelé. Est-ce que la réflexion existe, je me relance ou pas ? Ou est-ce que finalement on est tellement dans un pipeline de quotidien politique qu'on ne se pose même pas la question, oui, j'y retourne. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? C'est une vraie question, oui. Et oui, on se pose cette question. Parce que l'engagement qu'on prend, on le prend à 100%. Il n'y a pas de place pour le retrait quand on est dans l'action. Et donc forcément qu'à chaque élection, on se repose la question de savoir quelles sont mes motivations, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai encore le feu sacré, est-ce que j'ai encore des choses à faire et oui, il y a cette place pour la réflexion intime, personnelle, et qu'on partage aussi avec les gens qui nous sont proches. Et disons, moi, la décision de me représenter, j'avoue qu'elle a été prise très rapidement, tellement c'était une évidence. Ça veut dire que le feu est encore là, on le comprend bien. Il y a un climat politique qui se durcit dans ce pays, qui se crispe. La crise sanitaire est passée par là, bien sûr. Vous avez des collègues conseillers d'État qui sont sous protection policière, des conseillers fédéraux aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas normalement dans ce pays. Est-ce que ça fait partie de la réflexion ? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, à quoi bon finalement se mettre en avant pour risquer de prendre des claques ? Oui. Alors, les tensions, elles étaient déjà préexistantes, pour tout dire. Elles ont toujours existé, mais là, elles sont un peu plus saillantes. Elles ont été exacerbées. Il y a eu un focus additionnel. La pandémie a tout amplifié, y compris ces phénomènes de personnes en marge. Et je crois que le rôle de l'exercice du politique, exercer le pouvoir, eh bien, ça veut aussi dire qu'on doit avoir la conscience que nos décisions changent la vie de certaines personnes. Et donc, forcément, parfois, il peut y avoir des réactions assez dures, assez violentes. Dernièrement, c'est vrai qu'on a vécu des menaces de mort, des invectives, parfois très violentes. Ça fait partie, malheureusement, aujourd'hui, de l'exercice politique. C'est pas pour autant que c'est facile à vivre, je vous le dirais. En tant qu'individu, on a beau être rompu à ce type d'attaque. Il y a une armure, mais qui laisse passer des choses. On est armé et on sait
Pourquoi ? Parce qu'on exerce des fonctions, mais après, derrière la fonction, on est des hommes et des femmes, et on est toujours évidemment impacté du point de vue émotionnel. Mais à la question que vous me posez, est-ce que ça fait renoncer ? Non, au contraire. Non, ça je le vois bien, ça fait réfléchir. Au contraire, ça fait réfléchir, mais vous savez, avec l'âge, on s'endurcit, on a appris à se protéger, mais c'est surtout, disons, moi je pense au contraire que ça fait partie du capital de renouvellement de l'envie. Je me dis, on sort d'une période compliquée où, disons, ces fractures, elles se sont exprimées, et maintenant, il faut faire quelque chose d'autre, il faut recoudre, il faut tendre la main, il faut aller vers l'autre, et il faut entendre. Et moi, ça, j'ai envie de faire. Alors, le pouvoir, c'est changer la vie des gens, vous l'avez dit. Hein. Alors, on sait que c'est compliqué, il faut des majorités, il faut parler avec ses collègues du Conseil d'État, avec le Grand Conseil, avec la population, souvent, parfois. Si vous aviez une baguette magique et une réforme, c'est une question qu'on pose à tout le monde, une réforme que vous pouviez imposer ou proposer comme ça immédiatement, sans passer par les tracas politiques, quelle serait-elle ? Bon, c'est difficile la question que vous me posez, parce que des baguettes magiques, on en rêve d'en avoir beaucoup. Et puis on sait que la politique, c'est pas de la magie. Hein. C'est, comme vous le dites, c'est d'aller chercher des majorités et de convaincre. Et de respecter les institutions et les procédures, ce qui parfois peut prendre du temps. Mais alors si on peut s'affranchir du temps, moi, il y a, disons, un principe que j'aimerais voir appliqué, plus qu'une réforme, c'est le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui pourrait nous affranchir des violences domestiques. Vous savez que j'ai la charge du bureau de l'égalité. On a un immense travail de lutte contre les violences domestiques, et on voit qu'elles s'exercent de manière insidieuse, impressionnante. Ça condamne vraiment beaucoup de femmes, d'enfants, aussi des hommes qui sont pris dans des spirales de domination. Et si j'avais une baguette magique, j'enlèverais la domination masculiniste sur l'ensemble de nos sociétés, parce qu'une société qui serait plus bienveillante et égalitaire, elle libérerait les femmes, mais aussi les hommes, de cette assignation qui parfois vous enferme. Je vais regarder le programme que vous partagez avec les Verts, Parti socialiste et les Verts. Alors, un des points forts, un des points qui arrive très vite, c'est attention, il ne faut pas affaiblir les services publics. On sort d'une pandémie où les services publics ont fait leur preuve, la preuve de leur utilité en tout cas. On pourrait penser qu'ils ont tellement fait la preuve que c'est bon, il n'y a plus besoin de les défendre, ils s'imposent. Vous avez peur pour les services publics ? Non, j'ai pas peur. Mais oui, il y a besoin de réaffirmer la nécessité d'en avoir, parce que vous savez, le 13 mars de l'année 2020, on nous disait déjà qu'on était dans l'ancien monde, qu'il fallait tout réformer, aller vers des sociétés disruptives, que le virtuel allait tout remplacer, qu'on était attaché à des formes, disons, institutionnelles obsolètes. Et puis tout à coup, quand le monde s'effondre, quand il reste rien, et que tout le monde a un besoin qui s'exprime à un moment donné, des besoins différents, mais des besoins, le service public est là. Tout le monde s'est tourné vers l'État, que ce soit pour des besoins de protection sanitaire, de protection sociale, de protection économique, de protection psychologique. Tout le monde s'est tourné vers l'État à ce moment-là. Et donc la nécessité d'avoir un État solide, des institutions qui fonctionnent, un État avec la capacité financière aussi de répondre très rapidement à toutes les demandes qui nous ont été adressées de manière légitime. On a pu s'organiser rapidement, on a pu distribuer de l'argent massivement pour soutenir une économie, des individus fragilisés. Et donc la nécessité de compter sur ce socle, cette ossature qui soutient la communauté, on a pu exercer des solidarités. C'est ce que j'ai dit à toutes les personnes, notamment les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture, qui ont eu tellement besoin du soutien, de la solidarité de la communauté. On a pu le faire parce qu'on avait les moyens de le faire. Demain, il y a d'autres solidarités qui vont devoir s'exercer. Elles ne sont pas moins légitimes. L'Alliance de droite dit qu'il faut baisser les impôts. L'État n'a pas vocation à faire du bénéfice. Il y a assez d'argent, il faut baisser les impôts. Donc ça, pour vous, c'est imprudent ? Non seulement c'est imprudent, mais c'est surtout irresponsable vis-à-vis des enjeux qui sont sur la table. Et ce n'est pas des fantasmes. Le premier enjeu, c'est le vieillissement de la population. Nous avons à affronter dans ces prochaines 10 à 15 prochaines années un doublement de la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans notre canton. Cette réalité va nécessiter des investissements colossaux de la collectivité, ou alors, à défaut,
eh bien, on va expliquer à des gens que seules les personnes qui auront les moyens de se payer un EMS privé vont vieillir dans des conditions dignes. C'est clairement pas mon projet de société. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu climatique. Ça va nécessiter des investissements colossaux de la part des collectivités publiques. Et si nous avons distribué l'argent en direction des personnes les plus riches, alors nous aurons fait les mauvais choix. Parce qu'on sait aujourd'hui que la pollution planétaire, chacun pollue de manière indistincte, c'est faux. Les gens qui ont plus d'argent polluent plus. Et les gens qui ont plus d'argent vivent dans des quartiers où ils sont moins exposés aux pollutions. Et donc aujourd'hui, l'injustice de la redistribution fiscale en direction des plus riches, c'est faire des choix à l'envers de la responsabilité qui est la nôtre, d'investir pour créer des avenirs désirables, mais aussi de protéger les populations qui n'ont pas le choix. Bon, les gens les plus riches, hein, si on parle des classes moyennes, qui ont du mal à payer leur assurance maladie, qui ont du mal à payer leur loyer, moyennes. Justement, mais c'est des populations que nous soutenons. Et nous le soutenons notamment avec des subsides à l'assurance maladie qui sont aujourd'hui potentiellement fragilisés par des baisses fiscales massives. C'est un tiers des Vaudoises et des Vaudois qui sont au bénéfice d'un subside à l'assurance maladie. Un tiers de notre population est soutenu par l'État. Si cet État n'a plus les moyens, parce que c'est 800 millions dans le budget de l'État, d'aller soutenir ces personnes qui sont prises dans des difficultés financières importantes, c'est toutes les personnes qui devraient payer plus que 10% de leurs revenus, ne serait-ce que pour l'assurance maladie. Nous avons décidé de faire ce type de choix et de baisser massivement les impôts. Ça veut dire qu'il faudra renoncer. Et moi, j'aimerais savoir à quoi on devrait renoncer. En vérité, vous vous occupez des transports. Là, c'est votre département, on parle d'un peu tout, mais puisque vous parliez de l'enjeu climatique, on voit bien à quel point les transports publics ont leur part à jouer dans les enjeux climatiques. Puis on a découvert un truc pendant cette pandémie qui est le télétravail. On s'est rendu compte qu'on pouvait diminuer la charge sur les transports publics, la charge sur les routes également. Est-ce que, comme chef du personnel aussi de l'État, vous avez envie de faire durer un peu ça, de donner un exemple aux entreprises avec un télétravail qui, sans devenir obligatoire comme il l'a été, pourrait devenir un peu plus régulier, un peu plus habituel dans les mœurs économiques? Bon, vous touchez à deux notions qui sont très différentes. Oui, le télétravail, il était déjà possible à l'État. Il a été évidemment tout à fait intensifié pendant cette pandémie, au même titre que l'économie privée. Et je crois que là, l'État n'a pas de leçon ou d'exemple à donner à l'économie privée. Nous avons à faire face aux mêmes, défis et puis aux mêmes aspirations des gens aujourd'hui, vraisemblablement, de bénéficier d'un peu de télétravail. Nous avons fait un sondage auprès de l'ensemble de l'administration cantonale et les gens dont la fonction permet de télétravailler, ce qui n'est pas le cas de tous les fonctionnaires de l'État, de tous les collaborateurs et collaboratrices de l'État, souhaitent pouvoir poursuivre 1 à 2 jours en télétravail. Ce qui m'amène à votre deuxième question, la pression sur les infrastructures. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens souhaitent à peu près tous télétravailler le même jour. Et donc, retourner au travail à peu près les mêmes jours. Et donc ça, le problème qu'on a, c'est que les infrastructures, on les calibre à la plus forte demande. Et donc, le télétravail ne va pas diminuer la pression sur nos infrastructures. C'est pas du tout la solution. Ça peut être un élément d'appoint, c'est plus des éléments aussi de confort, de qualité de vie personnelle. Ça, c'est très important aussi. Mais en tout cas, ça n'enlèvera en rien la nécessité d'investir et d'investir là aussi massivement en direction des infrastructures de transport public. Ça rejoint la question précédente. Est-ce qu'on aura besoin de moyens financiers? Oui, de manière massive. Alors, votre charge et votre ambition, on l'a déjà vu dans ces législatures précédentes, enfin celle qui est en cours aussi, c'est d'offrir finalement cette possibilité de transport public à toutes les régions du canton. Vous avez vu récemment dans le Chablais, justement, avec des horaires qui ont été augmentés pour Aigle, pour B. Où est-ce qu'on en est là sur un plan cantonal? Est-ce que le transport public croît? Est-ce que la toile d'araignée atteint bientôt toutes les Vaudoises et tous les Vaudois? Alors on a tissé notre toile, c'est vrai. Depuis 2013, j'ai décidé qu'on allait d'ailleurs commencer par investir massivement dans les régions les plus excentrées, avec l'investissement dans les fameux petits trains, qui ne sont pas du tout des petits trains, ce sont des trains régionaux, c'est les compagnies privées de transport public. Ensuite, on a obtenu de l'argent de la Confédération pour amener le RER dans toutes les régions du canton, que ce soit dans le Nord Vaudois jusqu'à Grandson. On a augmenté et on a mis la cadence au quart d'heure dans la Broye. On a obtenu l'argent pour aller avec une ligne directe jusqu'à la vallée de Joux. Vous le rappeliez, tous les développements que nous avons faits dans le Chablais.
complet, avec maintenant le RER qui va jusqu'à B. Et donc, l'ensemble du territoire cantonal est maintenant irrigué d'une solution en transport public. Ça ne veut pas dire qu'on a encore, et loin s'en faut, atteint les objectifs. Parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est intensifier les cadences, multiplier le nombre de bus aussi qui puissent rabattre sur les gares principales, augmenter les capacités, notamment les week-ends, en heure de soirée. Et c'est ce que nous faisons aussi avec le plan climat. Donc, ce qui est important de dire, c'est que chaque région a besoin d'être connectée, parce qu'il n'y a pas de région de plaine et de région de campagne ou de montagne qui vit de manière en autarcie, disons. On a besoin les uns des autres, on est interconnectés. Est-ce qu'on voit, pardonnez-moi, je vous presse un peu parce qu'on arrive à la fin, mais est-ce qu'on voit diminuer le trafic du coup ? Vous avez ces chiffres-là. Quand on vient à Lausanne pour vous interviewer, on ne le remarque pas, je vous le dis. Alors pourtant, les chiffres le montrent, oui. Puisqu'en ville de Lausanne, il y a eu 15% de diminution de la voiture. Voilà. Ça, j'ai les chiffres parce qu'avec le projet du tram, nous avons dû documenter l'état de situation. Donc oui, il y a eu une baisse de 15% des véhicules individuels motorisés en ville de Lausanne. Ça veut dire qu'offrir une alternative en transport public, ça fonctionne. Et donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est pas d'obliger les gens à les prendre, mais c'est d'offrir ce choix. À défaut d'infrastructure, les gens n'ont pas le choix. C'est toujours un pari, donner l'offre, donner la possibilité d'abord et puis voir après si elle sera remplie ou pas. Mais ce pari, c'est pas non plus une aventure qu'on propose, c'est que ça fonctionne. Dans les régions où nous l'avons fait, le succès a été au rendez-vous. Si je me réfère par exemple au RER, dans toutes les régions où on a amené le RER cadence à la demi-heure, ce qui offre une véritable alternative, nous avons tout de suite été, dépassés par le succès. Merci à vous, Marie-Dorothée.